Ce soir, sur le divan d'Henri Chapier, Amanda Lear. Née à Londres, elle choisit les beaux-arts, mais l'étudiante passionnée devient à la fin des années 60 la plus belle des cover girls. Star du disco en France, en Allemagne, en Italie, elle vend en 77 plus d'1 million de disques. Peintre depuis toujours, sa passion et son talent font la conquête de Salvador Dali. Mais la nouvelle ambition d'Amanda Lear, c'est d'être aussi un écrivain. Sur le marché des animatrices de télévision, elle vaut 1 milliard de centimes par an. J'étais une petite fille de 7 ans moche, finalement. Oui, franchement, je me trouvais moche parce que j'avais les cheveux très raides, j'avais les dents qui avançaient, alors on m'avait mis un appareil qu'il fallait resserrer de temps en temps. Donc je n'osais pas sourire, je souriais comme ça, en me cachant. J'étais trop grande, dégingandée, et donc, déjà pour mon âge, je dépassais mes petites camarades. Donc j'avais des complexes, voilà. Il y a un moment dans votre adolescence où vous vous êtes dit « je vais construire Amanda Lear ». C'est bien ça quand même. Non, j'ai pas voulu la construire, mais disons que j'ai pris conscience que je voulais faire quelque chose, non, je voulais devenir quelqu'un. Ça part peut-être de complexes, parce que tous ces complexes créés dès l'enfance, enfant solitaire, etc., voulant s'affirmer plus tard, et j'ai dit, bon, ben maintenant, je m'en vais faire tout ce qu'il faut pour devenir ambitieuse et pour m'imposer dans une certaine activité. D'abord, bon, c'était la peinture, puisque c'était mes premiers amours. Mais ensuite, quand je suis passée au spectacle, il est évident qu'il m'a fallu orchestrer tout ça. Oui, il a fallu dire, bon, ben, Amanda Lear, comment je vais la vendre? Qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas? C'était la voix. Bon, ben, justement, j'étais mannequin et on me disait, sois belle et tais-toi, ne parle surtout pas. Alors évidemment, j'étais mal partie pour faire découvrir au monde cette voix rock très spéciale, très particulière que j'avais. Alors il a fallu travailler. Est-ce qu'il y a eu un encouragement de la part de vos parents? Est-ce que vous étiez une enfant très choyée? Est-ce qu'ils étaient autoritaires ou au contraire libres? Étaient-ils tout à fait britanniques? On ne sait pas tout cela. Non, il n'y a eu aucun encouragement. Tout d'abord, j'ai eu des parents qui se sont séparés et qui étaient de nationalités différentes, parce que je suis britannique par mon père, puisque mon père était anglais, il travaillait dans la marine de Sa Majesté, et j'avais une mère qui était d'origine slave, même mongole, d'où mes pommettes saillantes. Et ils ne s'entendaient pas du tout, ils se sont séparés, et ça explique que j'étais bilingue, je parlais français avec ma mère, je parlais anglais avec mon père, et j'ai été vivre en Angleterre, et j'ai gardé la nationalité britannique. Donc mes parents étant séparés, ils ne m'encourageaient pas du tout dans cette voie de la mode, du show business, de tout ça, pas du tout. Ma mère plutôt aurait aimé que je fasse des études, que je devienne probablement... professeur peut-être, professeur, docteur, avocate, enfin quelque chose de beaucoup plus intellectuel que le show business. Évidemment, on n'imaginait pas à l'époque que je finirais dans des robes de paillettes sur le divan d'un psychanalyste qui coûte une fortune, chacun sait les psychanalystes. Vous êtes sans aucun problème aujourd'hui. Si, j'ai beaucoup de problèmes parce qu'à la fin de la psychanalyse, on éclate en sanglots, c'est connu. Et on je verra parle pour l'instant. Moi, je constate que, bon, vous venez d'avoir 40 ans, vous l'avouez, oui. Personne n'avoue jamais son âge, vous l'avouez, parce que vous ne le faites pas, bien sûr. Mais enfin, il y a 20 ans qu'on s'obstine à vouloir prouver que quelque part, je ne sais pas, peut-être dans une autre vie, vous étiez un homme. Mais c'est un peu vous qui avez initié tout ça, non? Pourquoi? Dans une autre vie, oui, j'ai été un homme, en effet, puisque j'ai... quelqu'un en Italie, une fois, par un voyant, un médium, m'a dit que j'avais été un soldat, je crois, italien au XIIIe siècle, et puis j'avais été une esclave égyptienne, enfin bon, dans plusieurs vies, mais si on y croit. Dans cette vie, j'ai toujours été une femme et j'aurais aimé être un homme. Souvent, j'ai pensé que la situation de femme n'était peut-être pas le meilleur deal, la meilleure chose qu'on puisse rêver dans notre société.
La légende vient tout simplement de ce que j'ai fréquenté un génie farfelu, vous le savez, c'est Salvador Dali, qui s'adressait à tout le monde au masculin, qui aimait beaucoup vivre dans la confusion. Il disait il faut vivre d'erreurs et de parfums. Alors, vous appelez mon garçon? Il me parlait au masculin, comme il parlait au masculin à une dame aussi qu'on appelait Louis XIV, à une jeune fille chinoise qu'on appelait le garde rouge. Il aimait beaucoup transformer les femmes de sa cour en gentlemen, en garçons. Et donc, bon, ça prête à confusion. C'est vrai, quand vous présentez dans une soirée parisienne une ravissante dame, et puis vous lui parlez au masculin, vous disiez il. Alors les gens disent ah bon, alors peut-être que ça, Amanda Lear, c'est un travesti, c'est un transsexuel. Ceci dit, la leçon m'a servi, l'idée m'a servi, puisque ça m'a confirmé dans l'idée que les gens ont besoin de merveilleux, d'extraordinaire, et que pour vendre Amanda Lear, on pouvait cultiver cette légende. Et je l'ai cultivée avec succès pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je me brûle moi-même, disons, à mon mensonge. Parce que le jour, vous savez, c'est comme quand on crie au loup. Le jour où j'ai crié, bon, arrêtez, maintenant je plaisantais, vous voyez bien que je suis une femme, une vraie femme, j'ai envie de me marier comme tout le monde, d'avoir des enfants. Les gens ont dit, oui, mais qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes une femme? J'ai dit, moi, je vous le prouve, regardez-moi. Oh, mais vous savez, aujourd'hui, la chirurgie esthétique fait des miracles, etc. Et donc, j'ai eu un mal fou, finalement, à écarter cette rumeur qui ne sera d'ailleurs jamais complètement effacée, puisque vous savez que les rumeurs ont la vie dure dans notre pays. Et donc, je m'en accommode allègrement. Et je sais que quand j'aurai 90 ans, je me promènerai dans la rue. On aura, Dieu merci, oublié le titre de mes chansons. Mais on dira, c'est Amanda Lear. Vous savez bien, on disait que c'était un garçon. Et ça tiendra. C'est comme un chewing-gum. Vous savez, quand on marche dans un chewing-gum, on passe en mais finalement, vous êtes sûrement pas un garçon pour une autre raison. C'est que vous défendez beaucoup les femmes. Alors moi, j'attends qu'on vous décore, du moins que le mouvement de libération des femmes vous décore. Ce que vous avez dit l'autre jour, à propos de la peinture, vous avez dit, il faut arriver quand même à prouver qu'une femme peut peindre aussi bien qu'un homme. Pourquoi est-ce qu'une femme ne peint pas? Et là, ce que vous faites en peinture prouve justement qu'une femme peint, un peu comme un homme, non? Où est la différence? Je voulais surtout le prouver à Salvador Dali, parce que Dali, au départ, avait justement cette attitude très misogyne, très machiste des latins. Les femmes n'ont pas de talent. Le talent, c'est une chose spécifiquement masculine. Il faut avoir des testicules pour avoir du talent. Les femmes n'en ont pas, donc elles n'ont pas de talent. Alors, dans le domaine de la peinture, bon, c'est vrai que si on regarde Velázquez, Vermeer, Rembrandt, tout ça, c'était pas des femmes. Et il faut réussir d'abord à prouver à Dali que les femmes ont du talent, et puis aussi au reste du monde qu'il y a des femmes peintres. Souvent on les oublie, mais elles existent. Bermerise, Marie Laurencin, etc. Suzanne Valadon, il y en a des tas. Et qu'une femme peut, de nos jours, marquer de son empreinte le monde des arts. Pourquoi pas? Alors, c'est quoi ce fantasme de l'homme nu un peu idéal? Parce que, bon, il est très beau, mais il n'existe pas. Il y en a un qui est par là, derrière nous aussi. Il existe, en tout cas dans mon imagination, c'est certain. Bon, ça, c'est le travail du psychanalyste, évidemment, d'analyser mes peintures. Dans mes peintures, je me révèle. C'est pour ça que j'avais une certaine pudeur, justement, à faire voir ce que je peignais, parce que je sais qu'on y découvre ma libido, mes faiblesses, mes aspirations, toutes ces choses-là. Bon, je peignais beaucoup de nus de dos, au départ. C'est vrai, d'abord des hommes, parce que bon, je vivais avec un garçon qui posait pour moi, donc il posait tout nu, et de dos parce que j'avais une certaine pudeur. Je trouvais que les visages méritaient d'être cachés, parce qu'on se révèle beaucoup plus à travers son visage qu'à travers son physique. On est tous un petit peu pareils quand on est tout nu sur une plage, alors que nos yeux, notre bouche expriment immédiatement, sont le reflet de notre âme. Donc je voilais mes personnages, je les masquais ou je les faisais de dos. Bon, maintenant j'ai pris un petit peu plus d'assurance. C'est vrai que j'ai découvert Gauguin, les impressionnistes, etc. Et je commence à peindre des personnages de face, toujours nus, plutôt des hommes par goût, parce que j'aime les beaux garçons virils. Je trouve que l'anatomie de l'homme est magnifique. Mais est-ce que ce n'est pas culturel chez vous? Parce que finalement, c'est très cérébral. Vous vous donnez du luxe comme ça en vous disant « Voilà, je vais passer pour une femme très érotique. » Mais tout ce que vous me dites là me fait croire que dans la vie,
vie, vous seriez plutôt quelqu'un de pudique, de sérieux, et que tout le reste passe dans la sublimation artistique, dans les toiles, dans les livres, non? Je pense que vous avez raison, je suis ce qu'on appelle une cérébrale, c'est-à-dire que tout ça est dans ma tête et que j'ai des fantasmes, comme tous les artistes, qui passent uniquement sur mes toiles, dans ma peinture ou dans mon roman, mais pas dans la vie réelle. Dans la vie réelle, j'ai toujours une certaine pudeur, peut-être éducation, parce que j'ai vécu en Angleterre, etc. J'ai une certaine pudeur et une certaine gêne même à parler ouvertement de choses érotiques ou à faire même, en tout cas en public, des choses qu'on fait dans le privé. Je me défoule dans mes toiles en peignant des personnages nus, des situations érotiques. Et alors, du coup, j'ai cette réputation qu'on m'a cousue dessus, Amanda Lear, femme vampe, mangeuse d'hommes, érotique, surtout les Italiens. Alors évidemment. vous êtes une petite fille tout à fait classique et peut-être même auriez-vous quelques petits préjugés qui restent. Parce qu'enfin, vous dites, les hommes, il faut les jeter comme ça, comme des Kleenex. Ce sont des formules. Et derrière ça, vous cachez quoi? Parce qu'enfin, vous cachez quelque chose de profond, de différent, de moral, peut-être. Je n'aime pas me découvrir. Bon, c'est vrai, j'ai un masque comme tout le monde. Quand on enlève le masque et qu'on démythifie l'Amanda Lear qu'on connaît, il y a certainement en dessous un autre masque, peut-être, je pense. En tout cas, il y a autre chose qui n'a rien à voir avec le premier masque. La première Amanda Lear, c'est l'Amanda publique, scandaleuse et sexy, etc. Il y en a une autre qui est beaucoup plus intellectuelle, qui est beaucoup plus spirituelle, qui est chrétienne, qui est cultivée. Ah, on y arrive. Et qui a presque honte, de se laisser prendre en flagrant délit d'être intellectuel. Parce que justement, je fais un métier, bon, la chanson, vous savez, il ne faut pas être très intellectuel pour chanter. Je fais un métier où, pour être populaire, il ne faut pas être trop compliqué. Alors, si on commence à se montrer avec ses angoisses, c'est vrai que j'en ai, ses problèmes dans sa tête et tout, les gens disent, oh là là, celle-là, elle est trop compliquée, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous pensez des hommes politiques? Vous devez en connaître pas mal. Des leaders, est-ce qu'ils vous semblent plus érotiques en fonction de leur pouvoir ou pas? Est-ce que ça compte, ça? Vous savez, je crois que quand on a envie de coucher avec un homme politique, ce n'est pas pour... Avec son parti, non? Oui, on a envie, je crois, de coucher avec le pouvoir. Voilà, c'est surtout ça qui est excitant, je pense. Oui, et ces femmes qui ont épousé des présidents de la République, je sais pas, la Jackie Kennedy, après Onassis, après tout ça. Je pense que ce qui les fascine, c'est le pouvoir, c'est l'idée de cette position de force. C'est pas uniquement le fait qu'il est sexy quand il se déshabille le soir. Mais justement, est-ce qu'il est sexy parce qu'il est président de quelque chose? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous, ça vous est arrivé? Non, moi, le pouvoir ne m'a jamais attiré. Ce qui m'a attiré à une certaine époque, que je peux qualifier de période groupie de mon existence, j'étais attiré par la popularité. Alors, je sortais avec des chanteurs, je sortais avec des acteurs de cinéma, parce qu'ils étaient célèbres, et il y avait donc ce côté groupie, c'était pour dire à mes petites camarades, ben moi, j'ai été avec un tel, et toi, non. Donc, c'était une espèce de revanche, comme ça, mais c'était pas des gens de pouvoir, c'était des gens célèbres. Et puis, le jour où je suis devenu célèbre, alors il y a eu le phénomène absolument contraire. Du moment que moi j'étais célèbre, je ne voulais plus rencontrer que des inconnus. Dans le livre que vous venez de publier, L'Immortel, vous abordez avec courage, je trouve, un thème intéressant. Ce personnage qui ne peut pas vieillir, parce que, bon, il y a un secret, reste toujours jeune. Et puis, c'est un peu le thème, d'ailleurs, de Faust, oui, mais revu par vous. Alors, vous allez mettre en scène vos 20-30 prochaines années. Comment? Est-ce que vous y avez pensé? Avec cette sérénité-là, bien sûr. Oui, je pense qu'on oubliera petit à petit mes frasques de jeunesse, mes erreurs du passé. On oubliera petit à petit que j'ai été soi-disant un symbole sexuel en Italie, en tout cas. Et petit à petit, on dira, oui, mais finalement, derrière tous ces cheveux, derrière tout ça, il y avait aussi un petit cerveau qui fonctionnait. Et Amanda Lear avait quelque chose à dire. Et j'aime bien ce que cette bonne femme a dans sa tête. Et alors là, pour moi, ça sera une victoire. Imagine-t-on Amanda Lear à une chaumière de cœur bon, est-ce qu'on peut aller jusque-là pour ce qui est du Jardin secret? Toujours dans le plan des 30 ans d'Amanda Lear, des 30 années à venir.
C'est-à-dire jusqu'à Je ne sais pas. 70 Ça, ans et au-delà. je ne peux pas dire. Souvent, je pense qu'au contraire, je finirai très seule, je crois. J'ai mon petit enfer intérieur, je le trimballe avec moi un peu partout. Je pense que je ne vais pas vraiment m'améliorer en vieillissant. Je suis intolérante, vous savez, j'ai beaucoup de défauts. Violente, je suis brutale. violente, coléreuse, jalouse et possessive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que tout le monde va me tourner le dos, comme dans mes premiers tableaux d'ailleurs, où symboliquement mes modèles me tournent le dos. Et je pense que je vais me retrouver toute seule avec des chats, parce que j'adore les animaux, des chats, des chiens, des plantes. Et je serai de ces vieilles dames difficiles, un peu excentriques, qui sont retirées à la campagne, et puis voilà.